Un silence pesant s'abat. Une voix acérée tranche l'air. « Monsieur, vous devez prendre le siège 34B, » ordonne Émilie, l'hôtesse de l'air, son ton froid, sans appel. John Harper, 76 ans, lève les yeux, ses mains noueuses crispées sur l'accoudoir du siège 12C. Ce siège, il l'a choisi. Payé, réservé des mois à l'avance. Pour son genou brisé par une balle au Vietnam. Une famille doit être réunie, insiste Émilie, implacable. Votre siège est le seul disponible. John cligne des yeux, son regard usé mais résolu. C'est pour ma jambe. Une blessure de guerre, murmure-t-il, la voix basse. Émilie ne cille pas. Si vous ne bougez pas, les portes restent ouvertes. Une menace, une humiliation publique. La colère bouillonne. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Si cette injustice vous révolte, hurlez-le. Likez cette histoire, commentez « Justice pour John » et partagez cette indignation. Que sa voix porte. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle vibre d'agitation. L'aube perce à peine les vitres du terminal 2F. Les néons blafards éclairent John Harper, assis au portail 19 depuis 1 heure. À 76 ans, son blazer gris usé, son pantalon noir élimé et ses chaussures râpées trahissent une vie rude. Son visage, creusé comme une vieille carte, raconte des combats. Vietnam. Une explosion. Un genou détruit. Chaque pas est une lutte. Pourtant, il est là, digne, calme, en route pour Brest. Son petit-fils, Adrien, va recevoir son diplôme de l'école navale. Premier de la famille à marcher dans ses pas. John ne raterait ça pour rien au monde. Il a sacrifié ses maigres économies pour le siège 12C, économie supérieure, avec juste assez d'espace pour soulager sa jambe. Pas un caprice. Une nécessité. Il s'installe, pose son sac sous le siège, exhale un soupir. Un bref répit. Mais le chaos surgit. Un tumulte éclate 3 rangées devant. Une femme agite la main, élant une hôtesse. Émilie, la trentaine, uniforme impeccable, sourire artificiel, s'avance. Son badge scintille. Elle écoute, consulte sa tablette, fronce les sourcils, puis se tourne. Droit vers John. « Monsieur, vous êtes en 12C » Sa voix, mielleuse mais glaciale, le transperce. John hoche la tête. « Oui, madame. » Émilie s'accroupit, son sourire figé. « Nous avons un souci. Une famille séparée à la réservation. Une mère avec 2 enfants. Votre siège, avec les 2 à côté, est le seul bloc libre. » John plisse le front. « C'est mon siège, réservé pour ma blessure. Une blessure de guerre. » Émilie marque une pause, mais son regard reste dur. « Je comprends, monsieur, mais nous avons besoin de votre coopération, juste pour ce vol. » John se redresse. Sa jambe pulse de douleur. Ce siège, il l'a choisi pour éviter 5 heures d'agonie. Il jette un regard vers l'avant. Une mère, un bambin dans les bras, 2 enfants près d'elle, semblent perdus. John baisse les yeux sur ses mains. Cicatrice, peau tannée. « Quelle alternative ?» demande-t-il, calme. Émilie tapote sa tablette. Le siège 34B, plus loin, rangée du milieu. John cligne des yeux. Un siège du milieu, étroit, sans espace, près des toilettes, près des turbulences. Il connaît ces sièges, une prison pour sa jambe. « Désolé, » dit-il, ferme. « Je ne peux pas m'asseoir là-bas. Ma jambe ne tiendra pas. » Le sourire d'Émilie s'effrite. « Je comprends, » dit-elle, mais son ton se durcit. « Nous devons réunir cette famille. Si vous refusez, le vol risque un retard. Une accusation. » Les regards des passagers convergent. Une femme, Karen, la quarantaine, brushing parfait, ricane bruyamment. Franchement, il pourrait faire un effort. C'est pour des enfants. Sa voix, moqueuse, cruelle, poignarde l'air. Une jeune femme,
Mia, 20 ans, sort son téléphone. Elle filme, un sourire narquois aux lèvres. « Ça va exploser sur TikTok », murmure-t-elle à son ami. La honte enveloppe John. Un héros de guerre, réduit à un obstacle. Un vieillard égoïste. La rage vous envahit, n'est-ce pas? Cette injustice brûle les tripes. John fixe Emily. « Ce n'est pas acceptable », murmure-t-il, la voix tremblante. « Je note votre objection », répond-elle, déjà en train de faire signe à la famille. « Mais j'ai besoin d'une décision. » Un silence lourd s'installe. Puis, lentement, John détache sa ceinture. Il se lève, vacillant, s'appuyant sur le dossier. Sa voix, basse mais digne, résonne. « Je m'appelle John Harper, sergent-chef, armée française, à la retraite. Notez que je cède un siège médicalement nécessaire sous pression. » Émilie hoche la tête, indifférente. La famille avance. La mère, gênée, évite son regard. Le bambin lui sourit. John lui rend un léger signe, sans rancune, juste une profonde résignation. Il traîne son sac, chaque pas une aiguille dans son genou. Le siège 34B est un cauchemar. Étroit, encombré, entre un étudiant, écouteur vissé, et un homme d'affaires, Marc, qui pianote bruyamment sur son ordinateur. L'éclairage au-dessus est cassé. L'air pue le désinfectant et le café rance. John s'assied, grimaçant. Sa jambe se plie trop fort. La douleur explose, une lame dans l'os. Il pose ses mains sur ses genoux, ferme les yeux. Invisible. Ignoré. Karen, 3 rangées devant, lance une pique. Enfin, il a compris. Mia filme encore, riant doucement. Regardez ce vieux, trop têtu. La rage monte. Comment ose-t-il? Un héros traité comme un déchet. Mais quelqu'un voit. Sarah, une infirmière d'une 40aine d'années, est assise à quelques rangs. Elle a tout entendu, tout vu. Son cœur se serre. Elle sort son téléphone. Pas pour filmer, pas pour se plaindre, pour agir. Elle tape un message à un contact chez Air France. Passager John Harper, forcé de quitter son siège 12C, malgré une réservation confirmée et un besoin médical. Maintenant en 34B, vol AF-142. Équipage insensible. Escaladé. Elle envoie, fixe la fenêtre. Un geste discret, mais puissant. Cette injustice ne restera pas dans l'ombre. Pas aujourd'hui. John reste immobile en 34B. Ses épaules s'affaissent. Le siège du milieu rapetisse un homme. Sa jambe hurle. Chaque mouvement est une torture. Il ajuste sa position, en vain. L'étudiante à sa droite l'ignore, perdue dans son film. Marc, à gauche, monopolise l'accoudoir, son coude envahissant l'espace de John. Pas un regard, pas un mot. John n'est pas en colère, juste épuisé. Il connaît ce sentiment. Être de trop, être invisible. Mais la douleur, elle, ne s'efface pas. Elle cogne, elle brûle, et personne ne voit. Sarah, elle, voit tout. Elle observe John, ses mains noueuses, son visage creusé. Elle remarque la tension dans ses doigts, une rage contenue, une tristesse profonde. Elle ne sait pas, mais elle sait que c'est injuste. Les hôtesses passent pour les vérifications. Pas un regard vers John, pas une excuse, juste un hochement de tête et un contrôle des coffres. Sarah serre son téléphone. Une réponse arrive. Transféré aux opérations. Inacceptable. Nous alertons l'équipage si nécessaire. Elle n'attend pas de miracle, mais elle a agi. Un geste qui pourrait tout changer. Les portes se ferment avec un bruit sourd. La vidéo de sécurité commence. John ferme les yeux. Le bourdonnement des moteurs le ramène au Vietnam. Le bruit des bottes dans la jungle. Une explosion. Son genou brisé. Il se crispe, sa main cherche l'accoudoir. Mais Marc l'occupe toujours. John encaisse. Comme toujours. Mais au fond, la colère gronde. La vôtre aussi. Un homme qui a tout donné, traité comme rien. Ça ne peut pas durer. Ça ne doit pas durer.
Dans le cockpit, le commandant Robert Ellis ajuste son casque. Ancien pilote de la marine, 20 ans de service. Un homme d'acier. Son copilote lit la checklist. Une lumière rouge clignote. Une alerte. Préoccupation passager. John Harper, vol AF-142. Vétéran forcé de quitter un siège médicalement nécessaire. Robert fronce les sourcils. Il tapote l'écran. Le nom de Sarah apparaît. Une voix qui compte. Harper, murmure-t-il. Ce nom résonne. Il se tourne. Stoppez le roulage. Son copilote sursaute. Commandant? Robert détache sa ceinture. Tenez la position. Je reviens dans 3 minutes. Il ajuste son uniforme, lisse ses galons dorés. Il marche. Vers l'injustice. Vers John. Vers un moment qui va tout bouleverser. La cabine retient son souffle. Les regards convergent. Les téléphones s'abaissent. Robert Ellis avance. Ses pas résonnent. Calme. Déterminé. Il s'arrête. Rangée 34. John lève les yeux, surpris. Un vieil homme face à un géant en uniforme. Et là, sans un mot, Robert lève la main. Un salut militaire, franc, puissant. La cabine se fige. Sarah sent un frisson. Karen se tait, mal à l'aise. Mia baisse son téléphone, troublée. Quelque chose bascule. Une injustice ne peut pas durer, pas quand un homme comme John Harper est dans l'ombre, pas quand un homme comme Robert Ellis décide de le ramener à la lumière. La suite, elle va vous couper le souffle. Si cette injustice vous révolte, ne restez pas silencieux. Likez, commentez, justice pour John, et partagez ce récit. Ensemble, rendons leur dignité aux héros oubliés. La porte du cockpit s'ouvre avec un claquement sec. Le commandant Robert Ellis, ancien pilote de la marine, émerge, sa silhouette imposante fendant l'air tendu de la cabine. Son uniforme, impeccablement repassé, brille sous les néons. Ses galons dorés captent la lumière. Chaque pas résonne, lourd, déterminé. Les passagers se figent, les téléphones s'abaissent, les murmures s'éteignent. Une énergie nouvelle envahit la cabine, comme un orage prêt à éclater. John Harper, tassé dans son siège 34B, lève les yeux, hagard. La douleur dans son genou pulse, une lame ardente. Mais quelque chose dans l'air change, une lueur d'espoir ou une tempête imminente. La rage gronde. Comment un héros peut-il être ainsi piétiné? Cette injustice vous révolte, n'est-ce pas? Elle doit cesser. Robert s'arrête à la rangée 34. Ses yeux, perçants comme ceux d'un aigle, se posent sur John. Un vieil homme, voûté, écrasé par un siège trop étroit. La cabine retient son souffle. Karen, la passagère moqueuse, se tortille, mal à l'aise. Mia, l'influenceuse, baisse son téléphone. Son sourire narquois vacille. Robert lève la main droite. Un salut militaire. Franc, puissant. « Sergent-chef John Harper », déclare-t-il, sa voix claire, vibrante, coupant le silence comme une épée. « Au nom d'Air France et en tant que frère d'armes, je vous présente mes excuses les plus sincères. » John cligne des yeux, désorienté. Les mots de perçant sont brouillards de douleur. « Excuses? Pour lui? » La cabine entière écoute, suspendue. Sarah, l'infirmière, sent son cœur s'accélérer. Un frisson la traverse. Quelque chose de grand se prépare. « Vous n'auriez jamais dû être forcé de quitter votre siège, » poursuit Robert, son ton ferme mais empreint d'une chaleur rare. « C'était une erreur. Nous allons la réparer. » Les passagers murmurent. Certains hochent la tête, d'autres baissent les yeux. Mais Karen, 3 rangées devant, ne peut se taire. « C'est ridicule, » lâche-t-elle, sa voix stridente. « Pourquoi tout ce cinéma pour un vieillard? J'ai payé pour ce vol, moi aussi. » Ces mots, acides, éclaboussent la cabine. Des regards se tournent, choqués. John serre les mâchoires, ses mains tremblent légèrement. La douleur dans sa jambe s'intensifie, mais c'est l'humiliation qui brûle le plus. «
Comment ose-t-elle? Une femme qui n'a jamais connu la guerre, jamais porté le poids d'un sacrifice, ose rabaisser un héros? La rage monte en vous. Cette arrogance est insupportable. Robert ne bronche pas. Il pivote légèrement, son regard transperce Karen. « Madame, dit-il, glacial, ce vieillard a risqué sa vie pour que vous puissiez parler librement aujourd'hui. » Karen rougit, bafouille, mais ne s'excuse pas. Elle croise les bras, défiant l'autorité du commandant. Mia, elle, filme à nouveau, mais son expression change. Ses doigts hésitent sur l'écran. Ce n'est plus un jeu. Elle sent le poids du moment. Robert se tourne vers l'hôtesse Émilie, figée près du galet. « Mademoiselle Émilie Dubois » appelle-t-il, sa voix résonnant comme un verdict. Émilie avance, pâle, sa tablette serrée contre sa poitrine. « Oui, commandant » murmure-t-elle, la voix tremblante. « Vous escortez le sergent-chef Harper au siège 1A. Immédiatement. » Émilie hésite. « Mais, commandant, le siège 1A est occupé. » Robert la coupe, implacable. « Trouvez un volontaire. Si personne ne se propose, expliquez que le commandant de ce vol exige ce siège pour un vétéran décoré. » John, toujours assis, regarde Robert, abasourdi. Le siège 1A, première classe? Lui, un homme simple, un retraité vivant d'une maigre pension, dans un siège de luxe? Il secoue la tête, prêt à protester. « Commandant, ce n'est pas nécessaire. » Commence-t-il, mais Robert lève une main. « Monsieur Harper, nous vous devons cela, et bien plus. » La sincérité dans sa voix frappe John. Une lueur d'émotion passe dans ses yeux. Sarah, observant depuis son siège, sent une boule dans sa gorge. Cette justice, elle l'a espérée. Mais la tension persiste. Karen marmonne, assez fort pour être entendue. C'est toujours les mêmes qui ont des privilèges. Ces mots sont un poison. Ils attisent la colère. Comment peut-on être aussi insensible? Un héros bafoué, et elle ose se plaindre? Votre sang bouillonne, n'est-ce pas? Robert ignore Karen. Il se penche légèrement, offrant son bras à John. « Permettez-moi. » John, hésitant, s'appuie sur le commandant. Il se lève, sa jambe proteste, un éclair de douleur traverse son visage. Chaque pas est une épreuve. L'étudiant à sa droite, écouteur toujours vissé, lève enfin les yeux. Une lueur de honte passe dans son regard. Il murmure un « désolé » à peine audible. Mark, l'homme d'affaires, range son ordinateur, mal à l'aise, son coude quittant enfin l'accoudoir de John. Mais le mal est fait. John avance, soutenu par Robert, le long de l'allée. Chaque rangée qu'il passe le regarde. Certains avec respect, d'autres avec gêne. Un homme, la cinquantaine, casquette de baseball sur les genoux, pose une main sur son cœur. Un salut silencieux. Sarah retient son souffle. Ce moment, elle ne l'oubliera jamais. Ils approchent de la première classe. Émilie, devant, s'arrête au siège 1A. Un homme, Greg, la quarantaine, costume impeccable, sirote un café, inconscient du drame. Émilie, nerveuse, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, nous devons réassigner votre siège. » Greg lève un sourcil, agacé. « Pardon? J'ai payé pour ce siège. Je suis membre platine. » Sa voix, arrogante, résonne. John derrière baisse les yeux. Une nouvelle vague d'humiliation. Greg continue, hautain. « Pourquoi je devrais bouger pour lui? Il n'a qu'à rester à sa place. » Les passagers autour s'indignent. Des murmures s'élèvent. « C'est un vétéran !» lance une femme. Greg ricane. « Et alors? Tout le monde a une histoire. » La rage explose. Cet homme, drapé dans son privilège, ose mépriser un héros? C'est intolérable. Votre cœur bat plus fort.
Cette injustice doit être corrigée. Robert intervient, sa voix comme un tonnerre. Monsieur, ce siège est requis pour un homme qui a servi ce pays. Un homme qui porte des cicatrices pour votre liberté. Greg se fige, mais ne cède pas. J'ai des droits, insiste-t-il. Robert se redresse, sa présence écrasante. Et moi, j'ai l'autorité sur ce vol. Vous bougez, ou ce vol ne décolle pas. Un silence de plomb. Greg, sous les regards accusateurs, ramasse son sac, marmonnant. C'est une honte, dit-il, mais il se lève. Les passagers applaudissent doucement. Pas un triomphe. Une justice naissante. John, toujours soutenu par Robert, s'installe dans le siège 1A. Le cuir est doux, spacieux. Sa jambe respire enfin. Mais ses yeux restent baissés. Il ne voulait pas de cette bataille. Il voulait juste un peu de dignité. Alors que John s'assied, une voix s'élève. « Sergent-chef Harper !» Un homme, Tom, la trentaine, cheveux rasés, se lève à mi-allée. Ses yeux brillent de larmes. « Camp Bastion, 2005. Vous m'avez sauvé. Vous avez tiré mon unité d'une embuscade. » Sa voix tremble. « Je n'ai jamais pu vous remercier. » John le fixe, stupéfait. Les souvenirs affluent, des explosions, des cris. Il secoue la tête, ému. « Caporal Lefebvre, » murmure-t-il. Tom hoche la tête, incapable de parler. Il s'effondre dans son siège, pleurant en silence. La cabine est silencieuse. Même Karen baisse les yeux. Mia, troublée, arrête de filmer. Elle efface sa vidéo moqueuse. À la place, elle commence à enregistrer ce moment. Pas pour le buzz, pour l'honneur. Sarah, les larmes aux yeux, observe la scène. Elle a vu des injustices dans son métier d'infirmière, mais celle-ci l'a secouée. Elle vérifie son téléphone. Un nouveau message. Plainte reçue, enquête ouverte. Le commandant est informé. Elle sourit faiblement. Son geste a porté ses fruits, mais la colère persiste. Pourquoi a-t-il fallu en arriver là? Pourquoi un homme comme John, qui a tout donné, doit-il supplier pour un peu de respect? Cette pensée vous ronge, n'est-ce pas? Ce système, ces gens, leur indifférence, c'est insupportable. Robert retourne vers le cockpit, mais s'arrête près de l'intercom. Il ajuste le micro, sa voix résonne, grave, puissante. « Mesdames et messieurs, avant le décollage, une annonce. » Chaque tête se tourne. Aujourd'hui, une erreur a été commise. Un homme qui a servi ce pays, qui porte les cicatrices visibles et invisibles de ce service, a été forcé de céder son siège. Pas à cause d'une erreur technique, mais à cause d'une politique qui privilégie la commodité à l'honneur. Il marque une pause. Les mots pèsent. Le sergent-chef John Harper a combattu au Vietnam. Il a porté l'uniforme plus longtemps que la plupart d'entre nous n'ont vécu. Il n'a pas demandé de traitement spécial. Juste un siège pour soulager une blessure de guerre. Il continue, sa voix plus douce mais inébranlable. Nous l'avons trahi. Un silence lourd. Mais nous ne laissons pas les nôtres derrière. Pas au combat, pas à 30 000 pieds. Il regarde vers Sarah, vers Tom, toujours secoué de sanglots, vers les passagers qui, jadis indifférents, se redressent. Et si ce vol prend 10 minutes de retard, je porterai ces minutes avec fierté. Il coupe le micro. La cabine explose en applaudissements. D'abord timide, puis puissant, comme une vague. John reste immobile, tête baissée, pas par honte, par émotion. Il est vu, enfin vu. Sarah essuie une larme. Karen, silencieuse, regarde par la fenêtre. Mia poste la vidéo de Robert. Elle titre « Honneur pour un héros ». Les vues grimpent. L'injustice recule. Mais pas assez. Pas encore. La cabine vibre d'applaudissements. Une vague de justice, fragile mais puissante, déferle sur le vol, AF-152.
John Harper, assis dans le siège 1A, sent le cuir spacieux sous ses doigts. Sa jambe, enfin soulagée, respire. Mais son cœur, lui, bat fort. Pas de triomphe, pas de fierté, juste un poids qui s'allège, un instant. Les regards des passagers, autrefois froids, sont maintenant pleins de respect. Certains murmurent des excuses, d'autres hochent la tête, émus. Pourtant, la colère gronde encore. Karen, la passagère arrogante, reste silencieuse, ses lèvres pincées. Greg, l'homme d'affaires évincé du siège 1A, marmonne dans son coin, son ego froissé. Et l'indifférence initiale d'Air France, elle brûle encore. Pourquoi a-t-il fallu un scandale pour rendre à John sa dignité? Cette injustice vous révolte, n'est-ce pas? Elle doit être corrigée, une fois pour toutes. John ajuste la couverture offerte par une hôtesse. Une bouteille d'eau fraîche repose sur sa tablette. Un geste simple, mais chargé de sens. Émilie, l'hôtesse qui l'a forcé à bouger, passe près de lui. Son regard fuit. Pas d'excuse, pas un mot, juste un hochement de tête nerveux avant de disparaître dans le galet. La rage monte. Comment peut-elle rester muette? Un héros a été humilié sous ses ordres et elle n'a rien à dire? Sarah, l'infirmière, observe depuis son siège. Ses mains tremblent encore d'émotion. Elle vérifie son téléphone. Un nouveau message. Enquête interne lancée. Air France s'engage à répondre. Mais ce n'est pas assez. Pas encore. La justice ne peut pas être un simple courriel. Elle doit être vue, ressentie, gravée. Les applaudissements s'éteignent, mais l'énergie dans la cabine reste électrique. Les passagers, touchés par le discours du commandant Robert Ellis, se redressent. Un homme, la cinquantaine, lunettes épaisses, lève la main timidement. « Merci, commandant, » dit-il, la voix tremblante. « Mon père était à Verdun. Il aurait aimé voir ça. » Une femme, plus jeune, essuie une larme. « C'est honteux qu'on traite nos vétérans comme ça, » murmure-t-elle à son voisin. Mais Karen, toujours assise 3 rangées devant, ne peut s'empêcher de parler. « Tout ça pour un vieux siège, » lâche-t-elle, assez fort pour être entendue. Les têtes se tournent. Un homme à côté d'elle, excédé, réplique. « Silence, madame, vous n'avez rien compris. » Karen rougit, se tasse dans son siège. Mais son venin persiste. Cette arrogance, cette indifférence face à un héros, c'est insupportable. Votre sang bouillonne, n'est-ce pas? Mia, l'influenceuse, est transformée. Elle a supprimé sa vidéo moqueuse. À la place, elle a posté le discours de Robert. « Honneur pour un héros », a-t-elle écrit. Les vues explosent, des milliers de commentaires affluent. « Justice pour John »,« Honte à Air France »,« Respectez nos vétérans ». Mia, pour la première fois, sent le poids de sa plateforme. Elle n'a pas filmé pour le buzz, elle a filmé pour la vérité. Mais Greg, l'homme d'affaires, n'a pas fini de râler. Depuis son nouveau siège, il tape un courriel furieux à Air France. Traitement inacceptable. Je suis client platine. J'exige une compensation. Son ton arrogant ignore le sacrifice de John, ignore le salut de Robert, ignore la vague d'émotion dans la cabine. Cet égoïsme vous met en rage, non? Comment un homme peut-il être aussi aveugle? Le commandant Robert Ellis retourne au cockpit, mais son ombre plane encore. Il a fait plus qu'un geste. Il a rallumé une flamme. Tom, le vétéran qui a reconnu John, reste assis, le visage humide de larmes. Il murmure à sa voisine. « Il m'a sauvé. À Bastion, une embuscade. Il a couru sous les tirs pour nous tirer de là. » Sa voix se brise. La femme à côté de lui pose une main sur son bras. « Il est incroyable, » dit-elle doucement. Tom hoche la tête. Et ils l'ont traité comme un rien. Cette phrase, comme un coup de poignard, résonne. John, dans le siège 1A, n'entend pas. Mais il sent les regards. Pas de pitié, du respect. Enfin. Pourtant, la colère persiste. Pourquoi a-t-il fallu un tel combat pour un peu de justice?
Pourquoi un héros doit-il supplier pour être vu? L'avion décolle enfin. Le bourdonnement des moteurs emplit la cabine. John ferme les yeux. Les souvenirs affluent. Le Vietnam, la jungle, les cris, le sang. Sa jambe, brisée par une balle, n'a jamais guéri. Chaque pas est un rappel. Mais ici, dans le siège 1A, il respire. Pas seulement à cause de l'espace, à cause de la dignité retrouvée. Sarah, observant depuis son siège, écrit un dernier message à son contact. L'équipage a corrigé l'erreur, mais ce n'est pas fini. Air France doit changer ses politiques. Elle envoie, déterminée. Cette injustice ne doit pas se reproduire. Jamais. Votre cœur bat plus fort, n'est-ce pas? Cette lutte, c'est aussi la vôtre. À Brest, l'avion atterrit sous un ciel gris. Les roues touchent la piste avec douceur. Les passagers se lèvent, ramassent leurs affaires. John reste assis, ses mains posées sur ses genoux. Pas pressé. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sent pas oublié. Une hôtesse, une nouvelle, pas Emily, s'approche. « Monsieur Harper, merci pour votre service », dit-elle, sincère. John hoche la tête, un léger sourire aux lèvres. Sarah passe près de lui dans l'allée. Elle pose une main sur son épaule. « Vous nous avez tous rappelé qui nous devons être », murmure-t-elle. John ne répond pas. Il n'a pas besoin. Ses yeux parlent pour lui. À la sortie, près du tapis à bagages, un jeune homme en uniforme de l'école navale attend. Adrien, le petit-fils de John, une pancarte à la main. « Bienvenue, grand-père John ». Quand il voit John, boitant mais droit, il lâche la pancarte et court. Il l'enlace fort, comme une vague contre une falaise. « Ta jambe !» s'écrie Adrien, reculant. John sourit. « J'ai connu pire. » Et pour la première fois depuis des années, son sourire atteint ses yeux. Il s'assoit plus tard, dans un café près de la mer. Adrien parle de ses études, de son futur sur un navire. John écoute, fier. Quand Adrien demande ce qui s'est passé sur le vol, John hausse les épaules. « J'avais un mauvais siège », dit-il. Quelqu'un s'est levé. Simple, trop simple. Mais la vidéo de Mia fait le tour du web. Le discours de Robert devient viral. Les réseaux s'enflamment. « Justice pour John » devient un cri de ralliement. Des vétérans partagent leurs propres histoires d'oubli. Des familles pleurent devant leurs écrans. Air France, sous pression, publie un communiqué. « Nous enquêtons sur l'incident. Nos excuses aux passagers concernés. » Mais le ton est froid, corporatif. Une esquive. La colère publique explose. « Pas assez !» crient les internautes. « Changez vos règles. Respectez nos héros. » La rage est palpable. Une entreprise aussi puissante ose minimiser une telle injustice? C'est inacceptable. Votre point se serre, n'est-ce pas? Une semaine plus tard, une lettre arrive chez John. Air France. À l'intérieur, une excuse formelle, un remboursement complet du vol et une carte. Cher Monsieur Harper, à partir d'aujourd'hui, vous êtes un invité d'honneur à vie chez Air France. Pas de frais, pas de code. Dites-nous où vous allez, nous vous y emmenons. Conseil des vétérans d'Air France. John plie la lettre, la pose près du drapeau tricolore dans son bureau. Il ne dit rien. Mais son regard change, une lueur nouvelle. 2 semaines plus tard, une autre enveloppe arrive. Cachette officielle. Ministère des Armées. À l'intérieur, une note. Son dossier militaire a été rouvert suite à une enquête publique. Une action oubliée, Vietnam, 1968. John Harper, sous un feu ennemi, a sauvé 6 soldats d'un véhicule en flammes, son genou déjà brisé par une balle. Le rapport, perdu dans le chaos de l'époque, est restauré. En bas, une signature. Général Pierre Dubois, et une note manuscrite. John, j'étais le caporal Moreau dans ce véhicule. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Je suis vivant grâce à vous. J'ai une famille, une vie. Tout ça parce qu'un homme, boitant plus que moi, a refusé d'abandonner. Merci. Vous n'avez jamais été invisible. Pas pour nous. John lit, relit.
Il pose la lettre. Silence. Respiration. Une larme roule. À Paris, Sarah termine un article. Pas de sensationnalisme. Juste la vérité. L'homme forcé de bouger. Le commandant qui s'est levé. La cabine qui a applaudi. L'histoire est publiée dans un journal local. Puis, national. Bientôt, le salut à la rangée 34 devient un symbole. Une école lit l'histoire à voix haute. Des associations de vétérans l'affichent sur leurs murs. Une photo de John, dans le siège 1A, tête baissée, la lumière caressant ses mains usées, devient une icône. Pas de gloire, de mémoire. John ne change pas. Toujours sa petite maison à Brest. Toujours son café noir. Toujours son boitement jusqu'à la boîte aux lettres. Mais quelque chose a bougé. Il marche un peu plus droit. Il ne tressaille plus face aux inconnus. Et parfois, au crépuscule, sur son porche, face à la mer, il sourit. Pas par orgueil, parce qu'il sait. Pour la première fois depuis longtemps, il a été vu. Les sacrifices ne s'écrivent pas tous dans des médailles. Les batailles ne se terminent pas toutes par des drapeaux. Mais parfois, une voix suffit. Une voix qui dit « Nous nous souvenons ». Et alors, un siège devient plus qu'un siège. Il devient sacré, une justice rendue, un honneur retrouvé, un retour à la maison. Si cette injustice vous met en rage, si cette victoire vous touche, ne restez pas silencieux. Likez, commentez « Justice pour John » et partagez ce récit. Ensemble, honorons les héros oubliés. Ensemble, changeons le monde. L'histoire de John Harper, un vétéran de guerre humilié sur un vol d'Air France, est plus qu'un simple récit d'injustice. C'est un miroir tendu à notre société, une interrogation brutale sur nos valeurs, notre compassion et notre capacité à reconnaître ceux qui ont tout donné pour nous. En tant que Français, nous chérissons l'honneur, la dignité et la solidarité, des piliers de notre culture forgés par des siècles de lutte et de sacrifices. Pourtant, cette histoire révèle une faille, l'oubli des héros, l'indifférence face à ceux qui portent les cicatrices de notre liberté. À travers les émotions brutes suscitées par cette injustice, des leçons précieuses émergent, des leçons que nous pouvons appliquer dans nos vies quotidiennes pour construire une société plus juste, plus humaine. D'abord, l'histoire de John Harper nous confronte à une colère viscérale. Lorsqu'Emily, l'hôtesse, force John à céder son siège médicalement nécessaire, c'est un affront à sa dignité. Lorsqu'une passagère comme Karen ricane, moquant son sacrifice, ou que Greg, l'homme d'affaires, revendique son privilège avec arrogance, la rage monte. Ces comportements reflètent une réalité douloureuse. L'égoïsme et l'indifférence peuvent éclipser l'honneur. En France, où l'on célèbre des figures comme Jeanne d'Arc ou les résistants de la Seconde Guerre mondiale, cette indifférence est une trahison. Elle nous rappelle que l'honneur ne se limite pas aux monuments ou aux commémorations. Il vit dans nos actions quotidiennes. La première leçon est donc claire. Dans nos interactions, nous devons refuser l'indifférence. Un sourire, un geste, une écoute attentive peuvent redonner sa place à quelqu'un que le monde a oublié. Appliquons cela. Au travail, dans le métro ou même dans nos familles, prenons le temps de voir l'autre, de reconnaître sa valeur. Ensuite, l'intervention du commandant Robert Ellis est un puissant rappel du pouvoir de l'action individuelle. En France, nous valorisons le courage, celui des héros qui se lèvent contre l'injustice, comme les résistants face à l'occupation. Robert, en stoppant le vol pour rendre justice à John, incarne ce courage. Il ne se contente pas d'observer. Il agit, malgré les risques, malgré les murmures de désapprobation. Cette audace nous enseigne une deuxième leçon. Chacun de nous a le pouvoir de changer une situation injuste, que ce soit en défendant un collègue victime d'une injustice, en signalant un abus, ou en prenant la parole pour quelqu'un qui n'a pas de voix. Nous pouvons être des Robert Ellis dans nos propres vies.
Cette leçon s'applique partout, à l'école, où un enfant peut être soutenu contre le harcèlement, au travail, où une injustice peut être dénoncée, ou dans la rue, où un geste de solidarité peut transformer une journée. L'histoire de Sarah, l'infirmière qui agit discrètement en envoyant un message, est tout aussi inspirante. Elle ne cherche pas la gloire. Elle agit par devoir moral, un trait profondément ancré dans la culture française, où la solidarité est une valeur cardinale. Son geste discret, mais déterminant, nous apprend que les petites actions comptent. On n'a pas besoin d'être un commandant pour faire une différence. Un message, une plainte, un mot peut déclencher une vague de changement. Appliquons cela dans nos vies. Écrivons à une entreprise pour signaler une injustice, soutenons une cause locale ou simplement offrons un moment d'écoute à quelqu'un dans le besoin. Ces actes, même modestes, construisent une société plus juste. Enfin, l'émotion suscitée par la reconnaissance de Tom, le vétéran sauvé par John, nous rappelle l'importance de la gratitude. En France, nous honorons nos héros lors des cérémonies du 11 novembre ou du 8 mai. Mais cette histoire nous pousse à aller plus loin. Dire merci, reconnaître un sacrifice, peut guérir des blessures invisibles. John, oublié pendant des décennies, retrouve sa dignité grâce à un simple « merci » de Tom et à la lettre d'un général. Cette leçon est universelle. Exprimons notre gratitude à un parent qui nous a soutenus, à un enseignant qui nous a inspirés, à un inconnu qui a fait un geste désintéressé. Un mot peut changer une vie. Cette histoire, avec ses injustices et ses triomphes, est un appel à l'action. Elle nous rappelle que la dignité n'est pas un privilège, mais un droit. En France, où l'histoire est marquée par des luttes pour la liberté et l'égalité, nous ne pouvons tolérer que des héros, comme John, soient relégués à l'ombre. Chaque jour, nous avons l'occasion de faire mieux. Écouter, agir, remercier. Que ce soit en offrant un siège dans le métro, en défendant un collègue ou en soutenant une cause, nous pouvons rendre le monde plus humain. L'histoire de John Harper n'est pas seulement celle d'un vétéran, c'est la nôtre. C'est un défi. Serons-nous des Karen, des Greg ou des Robert et des Sarah? Choisissons l'honneur. Choisissons la justice. Si cette histoire vous a touché, si l'injustice subie par John vous révolte, ne restez pas silencieux. Cliquez sur « J'aime » pour montrer votre soutien. Partagez cette vidéo pour que le monde entende l'histoire de John. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus jamais laisser un héros dans l'ombre. Et dans les commentaires, écrivez « Justice pour John ». Ensemble, faisons résonner cet appel à l'honneur. Ensemble, changeons les choses.